Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro. On reçoit pour vous l'honorable Bongo Fumani, député national, président de la caucus du Kouilou, le président de la partie politique l'ADE. Bonjour honorable. Bonjour madame. Vous allez en forme? Très bien, ce matin. Gloire à Dieu. Honorable, vous venez fraîchement de votre vacances parlementaire, votre circonscription du Kouilou. Comment les vacances se passent? Plutôt bien. Au fait, d'abord, nous n'avions pas droit aux vacances parce que nous étions en état de siège. Et, nos lois prévoient que lorsqu'il y a état de siège, que les parlementaires ne prennent pas de vacances parlementaires jusqu'à la levée de l'état de siège. Mais j'ai profité d'un moment de faiblesse, un moment de faible activité au niveau de l'Assemblée pour aller voir mes électeurs. Ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Il y a eu des lacunes, peut-être des demandes, comme d'habitude, qu'on voit leurs députés et puis on dit bon, papa, ils ont décidé, ils exposent tous leurs problèmes. C'est là peut-être ça arrive. Ça, c'est habituel. Ça, c'est habituel, d'abord, non pas parce que c'est un député qui vient, parce que c'est leur fils qui vient, leur fils qu'ils aiment bien, qui est parti 6 mois, 7 mois, et puis au retour, ils les reçoivent toujours très bien, avec des fanfares, avec des trompettes, avec des danses et tout. Donc, ce n'est pas aussi non plus pour mettre fin à leur faim, parce que la faim, il y en a, mais c'est la joie des retrouvailles. La joie des retrouvailles. Honorable, vous le savez que les enseignants dans les Congo ont chassé les agents de la banque. Comment vous jugez cet acte? Ça s'est passé hier, je crois. Oui, c'est hier. C'est pas dans tous les Gungu. Je crois que c'est la partie sous-division Gungu 2, Gungu 6, et je crois Gungu 4. Ça s'est passé à Mukedi. Au fait, ce qui se passe là, c'est vraiment un problème que j'avais même amené et dont je parlais au ministre de l'enseignement supérieur, plutôt enseignement primaire, secondaire et technique. Les salaires des enseignants est payé avec 2 mois de retard. Au fait, là, par exemple, la banque est allée payer les salaires du mois de juillet. Et les enseignants qui en avaient marre ont dit, comme vous avez l'impression que nous, on n'a pas besoin de ces salaires, eh bien, vous pouvez l'amener, nous, on n'a pas besoin, nous, on va continuer à enseigner. Et ils ne les ont pas brutalisés, mais ils ont dit, calmement, reprenez votre salaire, partez avec. Quand vous vous rendrez compte que vous pourrez nous payer régulièrement chaque mois, bien, vous viendrez avec. Bon, je pense qu'ils ont trouvé un compromis, ils ont pris un mémorandum qu'ils ont amené pour donner à leur chef, pour qu'ils organisent un peu le système de paye pas dans les Gungu, je crois, dans tous les Kulus. Hein. Oui. Non. Les gens de Gungu ont donné simplement un ton, comme très souvent ils donnent les tons. Donc ils ont donné seulement un ton pour montrer que malgré la misère, ils ne peuvent pas tomber sur cet argent-là comme des petits chiens qui tombent sur une chair. Ils ont dit, vous venez avec l'argent, vous voulez jouer avec notre misère pour venir nous payer même 3 mois après. Nous disons aujourd'hui, fini, nous n'acceptons pas. Tant que vous ne serez pas en règle, restez avec l'argent. Et bon, j'ai échangé avec eux, je leur ai montré que c'est leur argent, il fallait qu'ils les prennent. Ils étaient complètement catégoriques. Et ils m'ont même demandé de rencontrer les responsables de Ecobank. Et je vais voir les responsables de CEPA, je pars voir les responsables de Ecobank pour qu'ils puissent expliquer un peu ce phénomène. En fait, qu'est-ce qui arrive? Ils viennent, ils s'amusent avec l'argent des gens. Quand ils arrivent à un endroit, à 8 h du matin, et ils commencent à payer, et puis à 18 h, ils doivent arrêter. Donc les enseignants qui quittent à 30 km ou 20 km, ils laissent les enfants sans cours, ils viennent pour attendre les salaires, et quand il arrive à l'État, son salaire est déjà parti. Et les pauvres, ils n'ont pas ce salaire-là. Mais je considère ça vraiment, c'est du vol. Il n'y a pas un autre terme, c'est le détournement d'argent des gens. Je vais voir les DG là, parce que moi je sais que l'État congolais libère l'argent. À la fin de chaque mois, l'État congolais libère l'argent. Les problèmes résident au niveau des banques. Agents payeurs, c'est eux d'abord qui ont les problèmes. Il faut qu'ils nous expliquent les difficultés qu'ils ont pour ne pas payer les gens de façon régulière et comment ils font pour que certains agents ne soient pas payés. Ils ne sont pas payés et ils partent avec leur argent. Moi aussi, j'ai autre chose à relever de ce côté-là. Si ça continue comme ça, je pense qu'il faut que le gouvernement provincial du Kouilou accompagne cette paye. Comment? Mais c'est leur province, c'est leurs enseignants. Je sais qu'ils piquent l'argent lors des TNAFEP et des dissertations. Parce qu'il y a des écoles, il y a des enseignants qui piquent cet argent. Et ils ont une quantité. Mais s'ils veulent que quelque chose se passe normalement,
Moi, à leur place, j'accompagnerai cette paye. C'est-à-dire chaque fois que la paye arrive, je mets mes inspecteurs dedans, je mets tout ça. Ils surveillent en sorte que chaque enseignant ait son salaire. Pour que chaque école qui se situe dans un village, dans une forêt, ait son salaire. Ici, qu'est-ce qui se passe? Non, les enseignants qui sont payés, par exemple, à Gungu. L'enseignant, il quitte un village qui est situé, par exemple, à 30 km. Et il doit venir prendre son salaire à Gungu, à 30 km. Donc, pour que... Parce que les agents de la banque, quand ils arrivent par exemple, un matin à 8h. Et à 18h, ils repartent. Hein. Donc, il faut qu'ils trouvent tous les enseignants sur place. Alors, les enseignants, pour éviter de perdre leur salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent déjà une semaine avant. Dès qu'il apprend qu'il y a un mouvement vers Gungu, il quitte déjà, il abandonne les élèves, les classes et tout. Il vient à Gungu ou à Mukedi, il se met, il commence à attendre là-bas affamé. Et entre-temps, les enfants sont en train de chômer. Il attend jusqu'à ce que les agents de Cobank ou de Tembe arrivent. Quand ils arrivent, il prend son salaire puis il repart. Mais s'il n'arrive pas, il est toujours en train de les attendre. Bon, et puis malheureusement, quand ces gens-là arrivent, qui viennent lui dire que non, jusqu'à 18h, le monsieur n'était pas prêt, il était absent, il était quelque part, et puis là, ils viennent de repartir avec son salaire. Mais pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi ne pas prendre ces salaires et les donner au chef de la sous-division, au sous-provède, hein, parce que c'est lui le chef de tous ces enseignants. Pourquoi donner tout cet argent-là pour que le sous-provède à son tour puisse payer les enseignants? À ce moment-là, aucun enseignant ne pourra manquer son salaire. Bon, on doit regarder cette affaire-là. Ce n'est pas une bonne réussite, la bancarisation des salaires des enseignants, ce n'est pas une réussite. Okay. S'il vous plaît, monsieur l'honorable, en tout cas, on voulait un peu demander vous êtes président du COCIS depuis. On vous a remis, c'est dans le projet quoi. Il y aura le type qui on va vous remettre pour distribuer aux députés. Maintenant, il y a d'autres députés qui ne se présentent pas. Par exemple, monsieur Mouzitou, il ne se présente pas. Mais je ne sais pas si par amour vous allez remettre le DJIP ou comment, parce qu'il y a d'autres députés qui ne se présentent pas. Étant que président du COCIS depuis, quelle sera votre réaction? Vous allez remettre les DJIP ou comment? Bon, une petite précision, moi je suis président du caucus de députés de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée. Oui. Donc il y a quelqu'un qui peut ne pas se retrouver là-dedans, il ne peut pas me reconnaître comme ce caucus, ça c'est pas mon problème. Mais je pense que j'ai fait les choses de façon tout à fait correcte. Le bureau de l'Assemblée a décidé de distribuer les véhicules par province et en présence des présidents des caucus. Oui. Mais le bureau de l'Assemblée ne connaît comme président des caucus que pour les Kwilu que moi. Hein. Donc en présence des présidents des caucus qui doivent témoigner qu'effectivement monsieur est député, mais ce n'est pas. Nous sommes nombreux, on est 500, hein. On peut ne pas se... Et puis en plus, il n'y a pas de procuration. Quand vous allez faire une procuration, on ne sait pas si ce n'est pas un aventurier qui vient pour piquer votre véhicule qui part avec. Hein. Quelqu'un peut bien imiter votre signature et puis il vient prendre votre véhicule. Donc il faut témoigner. Maintenant, pour revenir à la distribution, s'il y a des gens qui vont prendre et qui ne vont pas prendre, et les cas particuliers des Mouzitou. Honorable Mouzitou dont vous parlez. Non, je veux vous dire que, d'abord au départ, moi je suis un homme bien éduqué, je suis un homme sincère. Je fais la liste de 29 députés de Kwilu. 29 députés de Kwilu. Union sacrée ou pas union sacrée. 29 et j'ai déposé. Et donc, moi, mon souci est que tous les 29 députés reçoivent leurs véhicules. Parce que les véhicules ont été donnés aux 500 députés. Il n'y a pas de raison de commencer à faire des séparations. Mais le problème, c'est que chacun se présente et qu'il vienne récupérer son véhicule. Vous vous présentez en personne, vous venez récupérer. Sauf si votre cas peut être compris. Par exemple, que vous êtes malade. Vous êtes à l'hôpital, on a des documents qui montrent que vous êtes à l'hôpital. Ça, on peut expliquer à la commission. Il y a une commission qui est là, conduite par l'honorable Kodoro, Justin, qui est là. Donc, on lui explique, il comprendra. Et puis à ce moment-là, on peut peut-être remettre votre véhicule à votre assistant ou à votre épouse. Ou qui, si vous êtes malade, j'ai dit bien, vous êtes malade éventuellement. Ou bien si vous êtes mort il y a 2 jours avant la distribution, vous êtes mort, donc on peut examiner comment on peut donner la DJIP à votre famille, des trucs comme ça, parce que c'est vous qui avez souscrit pour la DJIP. Mais il n'y a pas de séparation dans cette affaire-là. Tout le monde a droit à sa DJIP. Alors pourquoi vous me parlez du cas particulier de Mouzitou? Mouzitou, c'est un député national élu. Toi, tu es de Kikwit, madame? Oui, je suis de Kikwit. Ah ben, vous avez élu Mouzitou. Oui. Moi, je suis de Gungu. Donc, moi il ne faut pas me poser cette question. Votre député, il a droit à sa DJIP.
Parce qu'il bon, il paraît qu'il ne s'intéresse pas vraiment à l'Assemblée du caucus, votre caucus des Quilloux. Non, les problèmes des caucus, hein, je vais vous expliquer. Les problèmes des caucus, moi, personnellement, je les considère comme un problème des notables. Oui. Donc vous êtes dans un système, mais il y a dans un système comme dans un village, n'importe quel système, il y a des gens qu'on considère comme des gens, des gens de bonne moralité, des gens bien, des gens qui peuvent bien conduire les autres, des gens qui sont fédérateurs, des gens qui ne créent pas de problèmes. On peut dire, bon, celui-là, nous pouvons nous retrouver autour de lui pour qu'il représente notre province, qu'il défende nos intérêts au cas où. Et donc, il y a quelqu'un qui peut ne pas se reconnaître à vous. Il y a un député qui peut dire, bon, je suis de votre province, de Quilou, mais votre histoire, là, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, on est libre. Les députés, c'est un homme libre. Et en politique, on a beaucoup de liberté. Il n'y a pas d'obligation, nous ne sommes pas dans un collège où les recteurs, les préfets exigent que tout le monde se mette en rang ou que tout le monde porte des pantoufles noires. Donc, ici, nous sommes en politique. Monsieur Mouzito, excusez-moi, l'honorable Mouzito a ses raisons. Ne venez pas me poser des questions, et puis c'est très sensible. Ne posez pas des questions, il a ses raisons, vous le savez. Dernièrement, il a parlé dans les médias. Alors, donc vous avez son point de vue par rapport à ça, mais ce n'est pas à moi de juger ça. Il fallait demander peut-être au président Mbosso, à l'honorable Mbosso, qui est le président du bureau de l'Assemblée, ce genre de questions pour qu'il vous réponde. Mais moi, je suis député comme lui, moi aussi on peut me juger comme c'est ma façon de me comporter au niveau de l'Assemblée. En tout cas, bref, madame, tous les députés de Quilou doivent avoir les véhicules comme tous les députés d'ailleurs. Honorable, si je reviens à vos paroles, vous avez dit c'est au gouvernement du Quilou de revoir ce problème. Bon, vous êtes candidat malheureux de gouverneur dans le Quilou. Si seulement vous avez eu la chance d'être gouverneur dans le Quilou, est-ce que le Quilou aura le même problème qu'il a aujourd'hui ou il y aura un peu de changement? Je ne sais pas, le Quilou a ses problèmes, chaque province a ses problèmes, le Quilou a ses spécificités. Mais là, j'ai parlé du gouvernement provincial par rapport à la paie des enseignants et des fonctionnaires et des infirmiers. Vous savez, c'est ces gens-là qu'ils administrent. Quand ces gens ont ces problèmes-là, il faut qu'ils s'intéressent à ça. Parce que si les enseignants ne sont pas payés, si les enseignants boudent, si les enseignants sèchent les écoles, mais c'est la province qui va en pâtir. Donc je disais que comme ça devient récurrent, cette façon de faire, il aurait fallu que le gouvernement provincial s'y intéresse, qu'il accompagne la paix des enseignants, qu'il se rassure que les enseignants des différents coins, des Bagata, des Boulungu, des Boulouem, des Kandal et tout ça, sont payés. Et ils ont des mécanismes pour les savoir. Parce qu'il y a des sous-prophètes, ils ont des athées. C'est ça leur travail. Leur travail, ce n'est pas simplement de bouffer les chèvres. Je répète cette affaire-là. Le travail, ce n'est pas d'emmerder la population pour prendre des chèvres, mais le travail, c'est l'intérêt de la population. Regardez comment les enfants étudient, quelles sont les conditions plutôt dans lesquelles ils étudient. Est-ce qu'il y a des conditions hygiéniques réunies, etc. Est-ce que les enseignants sont payés normalement? Si les enseignants ne sont pas payés à la fin du mois, s'intéresser, les ministres de l'EPST là, doivent savoir, ou de l'éducation je crois, doivent savoir pourquoi ils ne sont pas payés. Parce qu'il a tout le temps de prendre son téléphone et d'appeler, hein, pour savoir pourquoi ils ne sont pas payés, qu'ils sachent au moins pourquoi ils ne les sont pas et qu'ils accompagnent cette paye. Parce que s'ils n'accompagnent pas la paye, le risque c'est qu'un jour on va arriver au pire. Hein, on va arriver au pire et puis ils viendront après coup, ça sera trop tard. C'est un souhait que j'ai émis. Mais si maintenant vous voulez dire, bon, si moi j'avais la province, j'ai dirigé la province, qu'est-ce que la province va changer, il y aura toujours des problèmes. Mais le Quilou a des problèmes toujours, a ses problèmes comme les autres provinces. Bon, il y a les ravins dans la ville de Kikwit. Il y a des ravins, il y a des ravins à Boulungu. Il y a les manques de travail chez les gens, il y a l'agriculture qui est désarticulée complètement. Il y a tout ça. Bon, il est souhaitable que les fils de Quilou s'assoient, qu'ils regardent autour d'un gouverneur. Et plutôt, il y en a un là-bas. Il faut qu'autour de ce gouverneur qui doit impulser les idées pour que les choses s'arrangent. Bon, moi, je ne peux pas commencer à dire si c'est moi, si c'est tel autre. Mais moi, mon souci est que même M. Tchoundala qui est là, qu'il organise les choses en sorte que la province aille de l'avant, qu'il ouvre ses oreilles et qu'il comprenne quelque chose. S'il ne veut pas ouvrir ses oreilles, bon, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il a été là-bas, il est mis là-bas, il était mis là-bas par la volonté des enfants de Quilou, non? Voilà, ces enfants de Quilou qui ont bien voulu qu'ils soient là-bas. Et je pense qu'en les mettant là-bas, ils lui ont donné une ligne de conduite. Ils lui ont expliqué ce qu'ils veulent. Ils lui ont dit que bel et bien il y a des ravins à Idiofa, à Boulungu et à Massi, qu'ils fassent quelque chose qu'on voit. Ils lui ont dit qu'il n'y a pas de route par-ci, par-là, qu'il n'y a pas d'école.
Il n'y a pas de bonnes écoles dans les Gungu. Moi, j'ai circulé, j'ai vu là-bas, parce que moi, j'ai construit des écoles de temps en temps si j'ai un peu d'argent. Mais donc, je vois qu'il n'y a pas d'école. Donc, je pense que les enfants de Bandundu, des enfants de Kwilu, lorsqu'ils ont mis un gouvernement en place, ils ont dit à ces gouvernements-là ce qu'ils doivent faire, les vrais problèmes de la province. Et quand moi, j'ai été député national et provincial, j'ai été élu député provincial. Donc je crois qu'en nous mettant les tout premiers jours, nous sommes dit, nous sommes une assemblée, voilà la direction dans laquelle nous devons aller pour les intérêts de la province. Si par après les gens ont déraillé, qu'est-ce qu'il faut dire? Honorable, où en sommes-nous avec le projet de Kakobola? Il s'agit là du projet de la centrale hydroélectrique, une micro-centrale d'ailleurs, hydroélectrique qui est installée sous la rivière Lufuku à Kakobola et qui est destinée à alimenter les villes de Kikwit, de Gungu et d'Idiofa et les environs. Parce que lorsqu'on a mis l'électricité dans un village, donc dans un centre comme Kikwit, on peut, avec peu de volonté, avec un peu de jugeote, on peut commencer à tirer des petites lignes moyenne tension pour aller reprendre Kinzambi, Sacré-Cœur, Kwenge et les autres. Tout maintenant dépendra de ce que le gouvernement provincial va développer comme esprit par rapport à ça. Bref, je viens des vacances, je suis allé jusqu'à Kakobola, j'étais à Gungu. Ce que j'ai constaté, c'est que la centrale, les travaux au niveau de la centrale sont terminés. Elle tourne d'ailleurs. Et donc au niveau de Kakobola même, on a l'électricité de Kakobola. Et puis maintenant, je les ai trouvés en train d'implanter des lignes moyenne tension. Ce que j'ai pu comprendre, il y a une ligne moyenne tension qu'ils ont commencé déjà à implanter qui allait vers Gungu. Et puis il y a une ligne moyenne tension qui passait par Tochi et qui va vers point kilométrique 600 à l'entrée de la mission Athènes en moyenne tension. Et là-bas, j'ai vu qu'ils sont en train de faire un poste de transformation, un poste élévateur. Et de ce poste élévateur, ils vont aller à 66 kV de là jusqu'à Kikwit et de là jusqu'à Idiofa. Et puis ils vont alimenter 622, 611 dans les environs, etc. Donc je vois que ça se passe plutôt bien, même si la vitesse n'est pas celle que j'aurais voulu qu'on imprime, parce que moi je suis aussi un constructeur de lignes. Donc je sais comment on imprime la vitesse dans ce truc-là. Mais ils sont en train de travailler. Dans la cité de Gungu, j'ai vu qu'ils ont commencé à implanter les réseaux moyenne tension, donc les réseaux de transport, ainsi que les cabines et puis les postes qui sont à côté de l'ISP. Toute la partie génie civil est terminée. Maintenant, ils sont probablement déjà dans l'électromécanique. Donc, ça se passe quand même plutôt bien, mais c'est la vitesse qui n'est pas celle que nous aurions voulu souhaiter, parce que les gens ont trop pas attendu cette affaire à Kikwit. Plus personne ne croyait à ça. À un moment donné, nous les politiciens, nous avons dit à la population, dans 3 mois, si vous n'en avez pas, vous allez voir. Bon, mais dans 3 mois, la population n'a rien eu et elle ne fait plus confiance en nous. Et donc, nous tenons vraiment à ce que ça puisse bien se terminer. En passant, je voulais vous dire que moi, je suis le président de la sous-commission ressources hydrauliques et électricité à l'Assemblée nationale, dans la commission des infrastructures et travaux publics. Je suis en contact permanent avec les ministères de l'électricité et des ressources hydrauliques, et je suis en contact avec l'équipe de coordination des projets de Kakobola et Katende pour suivre l'évolution. Au cas où je me rends compte qu'il y a un blocage, c'est aussi dans notre plein devoir d'aller rencontrer les autorités pour avoir les déblocages. Les jours où j'ai eu l'occasion d'être reçu par les chefs de l'État, il ne nous a pas reçus pour ça. C'était pour autre chose, mais avant de terminer, on a dû parler un tout petit peu de Kakobola. Il a pris bonne note. Et je pense que c'est à cause de ça, c'est grâce à ça que finalement les travaux ont dû les prendre assez rapidement. Et le jour où nous avons été reçus par le Premier ministre, c'était les premiers projets prioritaires dont nous lui avons parlé. En fait, nous avons dit au Premier ministre, nous venons de là, voilà comment se présentent les projets, mais voici les difficultés qu'il y a, et que nous demandions que vous puissiez débloquer pour que les projets puissent se terminer. Et puis ça va permettre à la République démocratique du Congo d'augmenter un peu les taux de desserte. Aujourd'hui, je ne sais pas, les taux de desserte, il serait peut-être autour de 9, je ne sais pas combien %. Mais si on alimente Kikwit, on alimente Gungu, on alimente Idiofa et environnant, je crois qu'on peut remonter même de 2% ou 3% les taux de desserte en énergie électrique de la République, et peut-être de 30% ou 20% les taux de desserte en énergie de la province. C'est toujours bien de commencer à parler des choses et on sent une croissance. Aujourd'hui, quel est le taux de desserte ou l'accès à l'énergie électrique de la République démocratique?
temps. Il faut qu'au bout de 3 ans, quand on pose la même question, qu'on voit qu'il y a eu une amélioration. Mais il ne faut pas qu'au bout de 3 ans, quand on pose la question, on voit que soit ça stagne, mais normalement ça ne peut pas stagner, ça baisse. Pourquoi ça baisse? Parce que c'est en rapport avec le nombre de foyers qui ont accès à l'électricité. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien, le nombre de foyers ne fait qu'augmenter parce que les gens n'arrêtent pas de mettre au monde. Hein. Les gens n'arrêtent pas de se marier ou de former des foyers. Donc, de former des ménages. Donc, vous ne faites rien pour avoir un réseau, mais entre-temps, le nombre de ménages augmente, la population augmente. C'est-à-dire que le taux de dessert est en train de baisser. Ainsi terminé sur Kakobo, là, parce que c'est un projet qui nous touche beaucoup à cœur. Je crois, d'après les informations que j'ai eues de la coordination de gestion de projet, là, dans 8 mois, on peut avoir l'attention à Kikwite, à Gungu et à Idiofa si on continue à travailler à cette allure-là. Mesdames et messieurs, nous rappelons qu'il est le président de la partie politique ADD. Ainsi, nous allons demander, monsieur l'honorable, quelle est la vision de l'ADD? Nous sommes notre parti politique qui s'appelle Alliance des démocrates pour le développement, ADD en sigle. C'est un parti politique à tendance travailliste. Nous disons tous au travail. Si vous regardez là, vous allez voir nos devises, c'est tous au travail. Et quand vous voyez nos tricots, c'est écrit comme ça, tous au travail. Nous pensons que le peuple congolais aujourd'hui a besoin de se mettre au travail. Notre devise, c'est ça. Tous au travail. Le travail dont nous parlons, nous, n'est pas un travail que le gouvernement va venir distribuer. Venez, prenez du travail et tout. Non. Le travail, c'est sur tous les fronts. Ça veut dire que moi, je dois créer le travail. Personne n'est pas accepté de rester sans rien faire. Allez transformer la terre. Allez en forêt, allez à la rivière, faites quelque chose qui vous ramène de l'argent. Ne soyez pas oisifs. Et puis vous, qui avez un peu de moyens, un peu de possibilités, faites mieux et engagez les autres. Utilisez les autres pour que vous puissiez leur donner un salaire à la fin de chaque mois. Que l'État, à son tour aussi, fasse la même chose, parce que d'après tout, c'est lui à qui revient d'abord la première responsabilité, etc. Donc, l'ADD vise vraiment le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, mais surtout le développement humain. Comment l'homme peut faire pour se développer? Alors l'homme qui doit se développer, ce n'est pas cet homme irresponsable qui reste à la maison, mais l'homme qui doit se développer, c'est cet homme-là qui tourne la tête, qui utilise son corps pour pouvoir produire. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais c'est un parti politique qui se porte très bien, qui est bien aimé par les jeunes. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mamans qui adhèrent vraiment massivement à ces partis parce qu'elles ont trouvé l'importance de ces partis politiques. Vous avez dit qu'il y a beaucoup plus de jeunes et bien aimés par les jeunes. Ainsi, je vais profiter de cette occasion de poser la question. Est-ce que vous avez l'ADD en vision sur les jeunes, donc les jeunes de Gungu, de Kikwiti, de Bulungu également? Pour les jeunes? Oui. Je les aime bien, ces jeunes-là. Mais j'ai pitié d'eux. Comment ça, vous l'aimez et puis en pitié? Oui, j'ai pitié parce que on a abîmé, nous avons abîmé un peu leur morale. Nous avons abîmé aussi leur façon de se comporter. Il n'y a pas que eux, hein, même à Kinshasa, je vois beaucoup de jeunes qui ne font rien, mais qui sont des mal éduqués et qui ne foutent rien. Donc, j'essaie de faire comprendre aux jeunes de chez moi que nous n'avons ni or, ni pétrole, ni cuivre, ni diamant. Qu'avons-nous? Nous avons notre terre, une terre fertile. Donc si nous sommes conscients, et c'est ce que je demande aux collègues, les problèmes fonciers chez nous doivent être un problème sérieux. Il faut voir comment on doit protéger les propriétés foncières. D'abord, parce que c'est sur base de ça que nous allons faire notre agriculture, que nous allons faire notre élevage, que nous devons organiser en sorte que nous ayons un revenu monétaire. Il faut que toute famille, toute personne dans les Kwilu devienne riche à partir de l'agriculture. Mais il faut les accompagner. Un discours simplement, comme je dis, tout le monde peut le dire, même ma grand-mère peut le dire. Mais je crois qu'il faut imaginer des choses, il faut les accompagner. Je parle beaucoup avec nos députés provinciaux de notre regroupement politique, de la CC. Et je vois qu'ils sont en train même de... Ils m'ont présenté une ébauche de loi là, sur la réorganisation, sur le financement de l'agriculture. Si à l'Assemblée provinciale, ils arrivent à voter cet édit-là, sur le financement de l'agriculture, c'est un début de quelque chose. Et donc demain, l'agriculture va servir à quelque chose. Et la jeunesse doit se mettre dans cette agriculture-là, au-delà des études. Au-delà des études. Moi, j'ai étudié.
Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir de l'élevage, d'avoir des champs. Donc au-delà de ça, il y a l'agriculture qui est vraiment notre terre, qui est notre prospérité. Nous n'avons pas autre chose. Donc les jeunes de Kwilu, on les a pas clochardisés, on les avait amenés dans des choses purement politiques. Et j'ai vu comment, quand j'ouvre les réseaux sociaux de Kwilu, de Bandundu, Ville et tout, de Gungu, de Kikwit, je les regarde, je vois comment ils sont en train de s'attaquer, de s'injurier à cause d'une personne ou d'une autre, même qui visiblement on voit que vous êtes mal éduqué, même si vous êtes député, vous êtes honorable, vous êtes mal éduqué, vous ne méritez rien, mais il y a toujours un gaillard qui injure les autres à cause de vous. Donc il n'apporte plus rien de positif, même si moi j'ai fait des bêtises, c'est de mon obédience, ils ne font que me soutenir, même si j'ai volé. J'ai volé. Et je vois la jeunesse qui me soutient parce que j'ai volé. Mais où sommes-nous? Où allons-nous? Donc c'est ça la jeunesse de Kwilu aujourd'hui. Ils sont en train de s'injurier à longueur de journée. Je peux vous balancer, je vais vous les montrer parce que c'est honteux. Je vais vous montrer des jeunes qui s'injurient même leur maman dans les réseaux sociaux, etc. À cause des politiciens, à cause des deux députés ou des hommes politiques. Donc ces jeunes-là ne sont plus normaux. Je ne pense pas qu'on puisse compter sur des jeunes dont l'esprit est compliqué comme ça pour un bon développement. Alors nous faisons un effort pour essayer de les changer d'abord sur le plan mental, sur le plan moral, et ainsi de suite, avant de les amener sur le bon chemin de développement, etc. Deuxième chose, pourquoi je les plains? Parce que j'ai vu les écoles dans lesquelles ils étudient. Les quelques écoles que les Joséphites nous ont laissées, ce sont celles-là encore qui ont encore le sens des écoles. Vous allez à l'Institut de la Fraternité, vous allez au Sacré-Cœur de Jésus, vous allez à Saint-Joseph, vous allez à Kinzambi, vous allez à Saint-François-Xavier qui est devenu Salistane et tout ça. Vous trouvez encore une structure d'une école normale. Où moi j'ai étudié, où on m'a dit je dois respecter la pelouse, je dois respecter les parents d'autrui, je ne peux pas jeter des trucs comme ça. Seulement là, mais allez ailleurs. Allez ailleurs, vous allez voir dans quel est le comportement de ces enfants, dans quelles conditions ils étudient et dans quelle classe. Moi, j'ai dû construire une école dans un village que je ne connaissais pas parce que j'ai vu qu'il n'y avait que de la paille ici, là, et au-dessus. Mais c'est une école. Et quand on vous montre l'école du dehors, on vous dit que c'est une école assistante, c'était la construction. On vous dit que c'est la construction. Comment une section technique de construction tu dois permettre dans ces conditions-là? Quand il y a la pluie qui arrive, et les préfets, et les enseignants, tout le monde en fuite. Moi, on a bendana comme disent les Kinois, donc parce qu'il pleut. Donc moi, c'est pourquoi je les plains, parce que nous n'avons rien fait pour eux. Malheureusement, moi j'ai mes maigres moyens, parfois, comme dans l'Assemblée, que j'utilise souvent pour construire une école, pour construire une salle d'examen d'État, un pont, des trucs comme ça. Mais c'est au détriment de moi-même et de ma famille. Mais si ce travail pouvait être fait par l'État, et moi j'ai dit l'État dont je parle ici, il ne s'agit pas de l'État central simplement. Même au niveau de la province, si on pouvait avoir un programme clair dans ce genre de choses-là. Les gens devaient savoir que dans ces territoires ici, au bout de cette année, nous allons avoir 3 nouvelles écoles. Vous voyez un peu? Parce qu'il faut travailler avec des prévisions, avec une planification, etc. Et la population ne peut pas se plaindre. C'est la même chose dont je parle par rapport à l'électricité et à l'eau potable. Si au niveau des ministères qui sont en charge de ça, il y a des planifications qui montrent que Bafasende aura l'électricité en 1935 et c'est tel type de source d'alimentation que Bowende, Lissala, Gungu aura l'électricité. Personne ne va s'inquiéter parce que c'est une planification sur laquelle on peut se baser. Cette émission n'est pas une émission qui est adressée aux députés de Kwilu. Mais le souhait que je peux émettre, c'est que j'appellerai les députés de Kwilu à l'unisson, pour l'intérêt de la République. Il est dit ceci, une famille où les enfants se querellent tous les jours est appelée à disparaître. Et donc il y a toujours des gens qui peuvent penser que lui il est ceci, lui il est cela, au détriment des autres. Et non, c'est faux. Tout le monde vaut quelque chose. Même les gens, vous pouvez considérer quelqu'un comme non valable. Il faut vous poser la question, une toute petite question. Quelqu'un ingénieur civil comme moi, c'est-à-dire qui a fait la faculté pour tenir que tout le monde fouille jusqu'à la fin, est-ce qu'il peut être un imbécile? Non. Quelqu'un qui a géré une société comme la SNEL pendant 28 ans
et qui a occupé des hautes fonctions depuis qu'il est entré là-bas. Il peut être un imbécile, non. Quelqu'un qui gère un parti politique et qui est président de ces partis politiques et vice-président du regroupement politique Arc-en-Ciel du Congo, est-ce qu'il peut être un imbécile? Non. Alors si il y a des gens qui ont des velléités et qui pensent que les autres se taisent, le silence de quelqu'un n'est pas l'idiotie. On peut vous dire, mais est-ce que c'est monsieur qui est silencieux, est-ce qu'il est idiot? Mais quand vous regardez la personne, vous dites non, cette personne ne peut pas être idiot. Et même pour être dans la vie privée, si vous voyez mes enfants, des sont des ingénieurs avec des masters, hein, et qui travaillent, et qui ont terminé dans les grandes universités britanniques. Mais les gens qui veulent vous parler de l'éducation, là, il n'a jamais eu un enfant dans une grande université, par exemple, d'Europe. Donc, mais à cause du fait de notre, peut-être notre jalousie, de nos mauvaises intentions, de l'envie de faire des coups bas, des trucs comme ça, nous provoquons les gens qui sont calmes. Donc moi, je préfère que les collègues des Kouilou, quelles que soient leurs tendances, qu'ils privilégient l'intérêt des Kouilou et l'intérêt de la nation. Même si quelqu'un ne vous plaît pas, gardez votre silence. Nous nous sommes comportés comme ça. Moi, je vais vous donner mon exemple. Même l'exemple de l'honorable Mabaye. Nous avons été objets des menaces. Des gens des FCC. Ils ont cassé ma maison à Gungu pendant les élections. Ils ont brûlé, ils ont cassé ma Jeep. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes chez Mabaye. Ils ont fait beaucoup. Est-ce qu'ils nous ont déjà entendu une seule fois attaquer quelqu'un? Non. Nous disons simplement les systèmes là, on ne veut pas. Moi, je ne veux pas ce système, il est sale. Je ne veux pas. Mais je n'attaque personne. Je n'attaque personne. Parce que si vous vous attaquez, vous ne saurez jamais vous mettre ensemble pour un intérêt commun. Ne vous attaquez pas. Mais vous n'acceptez pas un système, vous ne l'acceptez pas. Mais respectons, si nous commençons par nous respecter, si nous commençons par être polis, si nous commençons par être à prouver plutôt de bonnes choses que de mauvaises choses, si nous commençons à faire attention à cultiver un peu d'amour envers les autres, je pense que Kouilou là, dont on parle de quartier latin, qu'on qualifie de quartier latin, des trucs comme ça, peut aller de l'avant. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un quartier latin. Il y a des gens qui ont mémorisé des histoires, histoire, sociologie, puis en droit, là, il y a tous les diplômes qu'on connaît, faculté des droits, etc. Et qui prennent les devants. Donc ça veut dire que c'est un pays où les Chegues, chez nous, notre pays, hein, les Chegues ont pris les devants, vous savez ça. Les Chegues peuvent s'imposer si tout le monde va fuir. Et donc nous ne pouvons pas nous comporter comme les Chegues. Peut-être que je suis médiocre, mais comme les autres ne parlent pas, je pense que je suis bon et ils sont médiocres. Et c'est faux. Je dois faire attention à tout le monde. Quand quelqu'un ne vous injurie pas, madame, quand quelqu'un ne vous injurie pas, ou qu'il ne vous attaque pas, vous pensez qu'il n'est pas fort. Ou bien qu'il ne vous injurie pas, vous pensez qu'il ne sait pas injurier. Parce qu'il sait parler, parce qu'il connaît ce que c'est l'injure. Mais depuis le début de son éducation, sa bouche ne peut pas s'ouvrir pour une bêtise. Du point de vue de son éducation, son coup là, même il fait la boxe, il fait n'importe quoi. Il ne peut pas le soulever pour porter sur quelqu'un. C'est pour son autodéfense. Donc, il y a des gens dans les Kouilou, et ça, vraiment je connais ça, qui pensent que ceux qui ne parlent pas sont des idiots, etc. Non, mes amis, taisons-nous tous, regardons même ceux qui ne parlent pas, les sans-voix, regardons-les, mettons-nous ensemble, communiquons. Avec ça, ces fameux quartiers latins pourra être utile. Parce que vous parlez des quartiers latins, mais entre-temps, les ravins sont là de la ville de Kikwit. À quoi nous servent les quartiers latins? Quand vous m'avez parlé des problèmes de véhicules à distribuer, qu'est-ce que je vous ai dit? Tout député de Kouilou, ce n'est pas moi qui décide, c'est le président, c'est l'Assemblée qui a décidé comme ça, il aura. Moi, je donne la liste de tout le monde, je témoigne, tout le monde a qu'à retirer son truc. Je ne suis pas mauvais, je ne pourrai aller jusqu'à créer des problèmes à mes frères. Non. Donc, je crois maintenant, j'ai prié les bons dieux pour que tous, nous voyons les choses dans cette République démocratique du Congo, dans le sens du développement, dans le sens de la bonne conduite, dans le sens de la bonne gouvernance, et de ne pas tolérer un seul instant les antivaleurs. Ne pas tolérer des actes d'indélicatesse à aucun moment. Et que les gens ne viennent pas négocier les mauvaises choses. Quand il y a des mauvaises choses, on vient négocier, non, regardez seulement ça. Non, on ne doit pas négocier. Sinon, ça devient comme me disait mon petit frère qui est professeur à Bandundu là-bas, à qui on est venu dire par les parents d'un étudiant. L'étudiant, il lui manquait 1,5 points
pour être délibéré, hein, 1,5. À lui ajouter pour qu'il ait un échec léger et être délibéré, passer les classes. On est venu lui dire, mais M. Labé, est-ce que 1,5 c'est moi, des points vous ne pouvez pas ajouter? Il a dit non, je ne sais pas comment je peux ajouter 1,5. Il a dit, si vous êtes habitué à faire vos conciliabules, allez les faire avec vos recteurs et vos trucs là. Mais moi, je ne peux pas les faire. Nous avons étudié dans ces conditions-là. Je n'ai jamais connu la maison d'un professeur, je n'ai jamais connu. Alors pourquoi aujourd'hui je dois commencer à négocier les mauvaises choses? Impossible. Donc, chers amis, ne négocions pas les mauvaises choses, allons de l'avant et je pense que la République va tirer profit. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était pour nous un vrai plaisir d'être avec l'honorable président de la DG Ansi. Retrouvons-nous prochainement si seulement Dieu nous prête la vie.